tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là, de nous écouter, de nous suivre, de partager notre contenu, de laisser des commentaires. On l'apprécie énormément. Allez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. S'il vous plaît, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. On est dans le dernier push là, vers les 1000 abonnés. Et évidemment, si vous écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, encore là, un gros merci. N'oubliez pas de laisser des commentaires, mettre des étoiles, faites un rate et partagez les épisodes. Ça nous aide énormément. Et encore une fois, on est très reconnaissant. Salim, comment ça va? Ça va. Un peu fatigué, là. C'est le mois de juin, avant la Saint-Jean, c'est toujours un stretch. C'est le gros rush, là, de terminer tout, puis planifier au moins de respirer un petit peu durant les oui, c'est ça. Puis en plus, aujourd'hui, il fait pas très beau, alors mais on va passer à travers. Exactement. Il nous reste pas grand-chose, chers amis. Il nous reste quelques épisodes avant qu'on prenne aussi une petite pause. On va aller jusqu'à la semaine du 13, I think. C'est 14, c'est quoi la semaine? Oui, 14. En tout cas, le dernier épisode sera le week-end du 20-21 juin, une affaire de même, juste avant la Saint-Jean. Puis on reviendra quelque part au mois d'août, là, on va voir. Là. Pas encore sûr, mais on va y revenir sûrement avant l'automne, évidemment. C'est le week-end du Grand Prix F1. Salim, je ne sais pas si tu es un fan, si tu suis ça, si ça t'excite encore. C'est toujours cyclique. Il y a des moments où je suis très fan, puis il y a des moments où je ne le suis pas du tout. Mais d'une manière générale, j'adore ça. Puis sincèrement, la Formule 1 à Montréal, c'est une culture. Tu sais, on parle souvent du hockey, etc. Mais honnêtement, là, la fin de semaine de la Formule 1 à Montréal depuis des décennies. Mais c'est parce que c'est le rayonnement mondial. Tu sais, on parle de hockey, parfait, c'est bon, mais c'est un sport nord-américain pas mal. Okay? Peut-être un petit peu en Europe, là, mais la F1, là, c'est partout dans le monde. Là. Ah oui, honnêtement, c'est super prestigieux. Il y a des gens qui viennent un peu de partout, etc. C'est sûr qu'il fut un temps où, quand les gens venaient à Montréal, ils trouvaient ça plus beau, avec moins de travaux, puis plus de facilité de se déplacer, etc. Alors, c'est sûr que ceux qui ont connu Montréal toute belle il y a 20-25 ans doivent la trouver un peu morose aujourd'hui avec tous les travaux, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand ces travaux-là vont s'arrêter... Si, ces travaux. Non, mais soyons positifs. Quand ces travaux-là vont se terminer, ça va être mieux. Imagine, dans quelques temps, là, tu vas avoir un touriste qui va vouloir venir à la F1, qui va atterrir à l'aéroport Montréal-Trudeau, qui va prendre le REM avec sa carte de crédit, parce qu'aujourd'hui, il faut du change pour prendre l'autobus. Ouais. Mais avec sa carte de crédit, il va pouvoir payer, monter dans le REM, puis en 15 minutes, il est au centre-ville. Ouais. Puis faire tout ce qu'il y a à faire. Et enfin bref, tu sais. Alors, soyons positifs. C'est bien, j'adore ça. Tu es très positif. Moi, je pensais l'autre jour, ça doit être pénible pour ces touristes-là de venir ici puis d'avoir tellement de peine à aller n'importe où. Tu veux aller n'importe où à Montréal, là, t'es pogné, soit dans le trafic, soit des rues fermées, des comptes partout. Puis tu as un événement mondial comme ça, la F1, là, qui attire tellement de monde ici à Montréal, comme tu as dit, un événement prestigieux. Puis tu te demandes, mais comment? Je sais pas, tu penses-tu que les autres villes sont comme ça? Non, honnêtement, non. Exact. Non, sincèrement, c'est pas... franchement, Montréal, c'est l'une des rares grandes villes nord-américaines qui n'a pas véritablement de navette entre son aéroport et son centre-ville. Donc, c'est pour ça que le REM, en tout cas, on espère qu'un jour, ils vont finir les travaux et pouvoir inaugurer ce segment-là. Mais tu sais, pire encore, c'est pas juste il n'y a pas de navette. C'est que quand tu dois monter dans l'autobus 737, puis en plus, ils lui ont donné 737 en référence à l'avion, au Boeing 737, c'est tout sauf un Boeing, là. Tu sais, tu peux même pas payer par carte de crédit. Il te faut le change exact pour pouvoir monter dedans. Donc, toi, tu es un touriste, tu arrives de France, tu arrives d'Allemagne, tu arrives de Pologne ou je sais pas moi d'ailleurs dans le monde. Là, il te faut le change exact pour pouvoir prendre l'autobus pour te rendre au centre-ville. Ça fait de bon. Honnêtement, ça fait dur. Ouais. Puis c'est juste l'image du F1. Moi, je suis pas grand fan du F1. Je me rappelle, il y a une époque où c'était la grande dualité entre Villeneuve et Schumacher. Là, je me rappelle, on le regardait, on le suivait. Mais depuis, mon intérêt est
a pratiquement disparu, mais là, c'est rentré sur Netflix, puis la production, je sais pas si tu regardes l'affaire sur F1, là, sur Netflix, toute la série, c'est tellement bien fait que j'ai commencé à suivre, mais pas les courses. Je regarde l'émission sur Netflix. Donc, je manque toute l'année. C'est ça. Et je regarde l'année prochaine le documentaire ou la série sur Netflix. Mais cela dit, il faut le dire, on est fiers Québécois, fiers Canadiens aussi. Et il y a quand même Lance Stroll qui est un Montréalais. Mais qu'est-ce qui arrive avec lui? Parce que là, son équipe n'existe plus. C'est un peu complexe. Et honnêtement, je suis vraiment pas la bonne personne pour répondre à ça. Peut-être on a une amie... en commun, là, qui, on va taire son nom, mais qui est une fan de F1 et qui pourrait, peut-être un jour, elle devrait venir parler avec nous autres et elle pourrait peut-être nous le dire. Moi, j'ai juste compris que c'était son père, je crois, Lance Stroll, est actionnaire ou propriétaire de l'écurie. Puis là, je pense qu'ils avaient quelques enjeux financiers ou quoi que ce soit là dans l'écurie. Puis là, il y a comme d'autres associés qui vont rentrer. Je connais pas les détails, je veux pas dire de bêtises, là, mais en tout cas, je suis vraiment pas un spécialiste. Mais on devrait quand même être content qu'il y a quelqu'un, un Montréalais, qui est encore dans le sport. Il ne reçoit pas beaucoup de visibilité ou de publicité non plus. Tu sais, quand tu es devant des géants comme Lewis Hamilton ou Verstappen ou les autres. Là. Oui, mais ça dépend aussi de lui. Hein, tu sais, moi, j'ai cru comprendre que c'était pas quelqu'un qui aimait beaucoup les médias. Et bon, s'il n'aime pas les médias, mais qu'en même temps, ton sport vit de ça, vit de la visibilité que lui offrent les médias, vit la visibilité offerte aux sponsors par les médias. À un moment donné, il faut que tu y mettes du tien aussi. Mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste, donc je préfère ne pas aller trop... Non, moi non plus. C'est ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, puis c'est ça. Ouais. En tout cas, regarde, c'est un bon week-end, puis c'est le week-end qui démarre l'été puis les festivités à Montréal. Après le week-end de F1, il y a tous les autres festivals qui commencent à Montréal, puis ça devient vraiment une ville active. Là, le centre-ville, il y a du monde qui vient de partout. Le casino. Le casino. Il y a tout ce qui se passe à partir de ce week-end-là. Donc, c'est comme le début de l'été, là, la F1 à Montréal. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et puis Montréal, en l'espace de 3 jours, est une superbe ville parce qu'il y a une belle ambiance, etc. Là. Donc, voilà. On va parler, là, cette semaine, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est la fin des travaux parlementaires. Donc, la session parlementaire termine. Les partis ont sorti faire un peu leur bilan de la session parlementaire. Évidemment, on en a parlé amplement durant l'année de tout ce qui se passe sur la colline. On repassera pas sur les bilans parce que, d'abord, c'est les partis politiques qui les font. Exact. On peut parler un petit peu de nous, de comment on l'a vu la dernière année. C'est ça. Mais tu sais, les commentateurs professionnels des médias réguliers, traditionnels, vont pouvoir parler un peu de ça. Mais nous, on pourra dire peut-être un petit mot sur comment on a vu cette année-là. Exact. Donc, on va faire notre propre bilan des partis, nous, de notre côté, comment on a vu les choses puis comment on les a analysées. Et en même temps, la session parlementaire prend fin avec un sondage léger qui vient un peu fermer cette saison au Parlement du Québec. Donc, on va parler un peu du sondage parce qu'il y a tellement de choses dans ce sondage-là. On va commencer avec les bilans d'abord. Quel parti tu veux faire en premier? Tout seigneur, tout honneur. On commence par la CAQ qui est au gouvernement. Let's go. Bon, la CAQ, c'est sûr qu'ils avaient hâte d'arriver à la fin de cette année. Je pense qu'ils vont prendre l'été pour remettre les choses un peu en perspective. Il y avait eu même des rumeurs qu'il pourrait y avoir un remaniement ministériel, histoire de remettre les choses en place. Mais ces rumeurs-là ont commencé à s'estomper un petit peu parce que il y aurait plusieurs chantiers en cours par plusieurs ministres. Et donc, tu ne veux pas procéder à un remaniement ministériel en plein milieu d'un chantier. Autrement, tu ferais en sorte que les nouveaux ministres vont arriver dans des chantiers qui ont déjà été entamés, dont ils ne connaissent pas nécessairement tous les tenants aboutissants, etc. Je ne dis pas que c'est jamais arrivé, c'est déjà arrivé, mais disons que ce n'est pas nécessairement la meilleure façon. Donc peut-être que M. Legault va réserver un remaniement pour plus tard, ou alors procéder à un remaniement qui est très minimal,
avec très minimaliste, c'est-à-dire avec très peu de ministres qui vont changer. Mais pourquoi j'ai dit que je pense qu'ils sont contents d'arriver à la fin de cette année, qui n'a pas été une très bonne année pour la CAQ. Bon, George, on en a parlé à plusieurs reprises depuis l'automne dernier. Évidemment, la question de la perte de Jean Talon en début d'année, enfin quand je dis année, c'est-à-dire l'année parlementaire qui commence en septembre et qui finit en juin, là, mais ils ont perdu le comté de Jean Talon qui avait été laissé vacant par Joël Boutin. Ce qui a permis au Parti québécois de s'emparer de ce comté-là pour avoir leur 4e joueur à l'Assemblée nationale. À la limite, certains auraient pu penser que c'était une bonne nouvelle pour la Coalition Avenir Québec. Au moins, ça ne vient pas renforcer le PLQ ou Québec solidaire. Cela dit, ça s'est révélé être une mauvaise nouvelle parce que pas longtemps après, et depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, dans les sondages, on voit que c'est le PQ qui domine. Exact. Et donc, ils ont parlé d'avoir perdu leur boussole. C'est drôle, hein, parce que ceux qui le disaient avant, c'était le PLQ. Alors là, c'est rendu que c'est la CAQ qui utilise la même expression. Alors, ils ont perdu leur boussole. Ils ont fait des va-et-vient sur divers dossiers. Il y a aussi beaucoup de dossiers où ils ont essayé de pas nécessairement prendre de décision. Tu sais, quand tu mets en place des comités, ça veut dire que... Même tu repousses plus loin la prise de décision, ou peut-être même pas de décision. Exactement. En fait, soit tu repousses, c'est ça, c'est soit tu repousses plus loin, soit, en fait, tu éloignes de toi l'imputabilité, donc la responsabilité. Donc, en gros, moi, j'ai mis un comité, puis c'est des experts, ils se sont penchés là-dessus. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les ministres du gouvernement, c'est pas nous, là. Si on a pris cette orientation, c'est parce qu'on a consulté, etc. Mais ça enlève aussi la pression qui peut exister des médias qui veulent toujours des réponses. Donc là, le ministre qui est concerné va dire, on va attendre les réponses ou le rapport de la commission, puis on vous reviendra. Donc, encore, je reviens à ce que tu disais, on reporte un peu plus loin une réponse quelconque, puis en espérant que quand ce rapport-là va tomber, que la tension ne sera même plus là. C'est ça. Bon, maintenant, à côté de ça, c'est sûr que parmi les priorités du gouvernement, qui sont souvent des priorités pour les gens, pour la population, il y a les classiques, santé, éducation. Santé, il y a eu la réforme, le projet de loi de M. Dubé qui a été adopté, la création de Santé Québec, le Top Gun qui a été trouvé en la personne de Mme Biron pour prendre la tête de Santé Québec, sans oublier qu'ils ont nommé un conseil d'administration de Santé Québec avec plusieurs personnalités connues de divers partis, en tout cas associées à divers partis, pas de divers partis, mais associées à divers partis, pour justement contrôler l'action de Santé Québec, etc. L'avenir nous dira si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Moi, je n'aime pas dire d'emblée c'est une mauvaise chose, juste critiquer pour critiquer. Pourquoi? Parce que l'échec du gouvernement, c'est l'échec de la population. Au final, la population ne va pas avoir les services qu'elle mérite, etc. Donc, on peut souhaiter à M. Dubé d'avoir du succès dans l'établissement de Santé Québec, parce que c'est des choses qui vont retomber sur nous. Et puis, en éducation, ensuite, veut pas, là, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, à tort ou à raison, Bernard Drinville. Mais Bernard Drinville, il maintient son cap. C'est pas facile tous les jours, mais en même temps, mon Dieu que c'est difficile comme ministère, le ministère de l'Éducation, vraiment extrêmement difficile. Donc, tenir le cap dans un ministère comme celui-là, c'est pas évident. Alors, évidemment, ensuite, regarde, tout est subjectif. On peut toujours trouver des choses à critiquer. Puis moi, je suis pas là pour critiquer, je donne juste une opinion. J'essaye d'être le plus objectif possible, même si je suis biaisé, bien sûr, mais j'essaye d'être objectif. Il essaye
Bernard Drinville essaye de maintenir le cap. Puis je pense qu'il a des belles histoires à raconter. Et puis, tu comptes toujours sur les oppositions pour lui rappeler les mauvais coups, qui ne sont pas nécessairement ses mauvais coups, c'est les mauvais coups d'un système. Hein. À un moment donné, quel que soit le ministre, hein, qu'il soit caquiste, libéral, péquiste, solidaire, peu importe, quand il y a quelque chose qui se passe dans une école, c'est pas la faute le ministre n'était pas là, il n'a pas créé cette faute-là. Par contre, c'est comment son système réagit qui est important. Et puis, moi, il m'a donné l'impression qu'il gardait son cap, tu vois. Ensuite, on ne peut pas passer sous silence un dernier élément. Évidemment, il y a beaucoup de choses. Je pourrais parler de la CAQ et de son gouvernement et de son bilan pendant des heures. Mais c'est sûr que le 11 milliards de déficit, c'est le plus gros déficit de l'histoire du Québec. À mon avis, ça va laisser des traces. Mais parce que c'est un déficit qui ne va pas dans le sens du narratif de la CAQ depuis 2018 et même avant. Donc, dans le fond, M. Legault, qui était dans l'opposition avant, s'il rencontrait à l'Assemblée nationale M. Legault, Premier ministre, M. Legault de l'opposition critiquerait probablement M. Legault, Premier ministre. Oui, exact. On va aller un peu... OK, on va passer au Parti libéral du Québec qui, au début, comme tu as dit, il semblait avoir perdu leur boussole. Il manquait d'organisation, il n'était pas là. Je pense que même le leadership était sous critique beaucoup. Il semblait qu'il n'y avait pas de cohésion dans leur caucus. Puis, quand tu peux voir certains éléments comme ça, imagine la réalité. Là. Si tu es comme une mouche là, sur le mur là, pour suivre un petit peu ce qui se passe, j'imagine que ça devait pas être si beau que ça. Mais il faut leur donner quelque chose. On a aussi vu le progrès de ce caucus-là. On a vu vraiment la différence. Ils ont trouvé leur place. Et comme tu avais dit, je pense au dernier épisode, presque la moitié du caucus, c'est des recrues, ou peut-être un peu plus que le caucus, sont rentrés en 2018. Donc, 2022. 2022, exact. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps à t'adapter, à apprendre un peu c'est quoi la réalité au Parlement, qu'est-ce qu'on fait là. Le rythme auquel les choses bougent au Parlement, c'est tellement vite. Les commissions, là, vous êtes juste 19 députés, donc vous vous partagez pour être dans toutes les commissions. C'est la fatigue qui rentre en jeu. Il y a plein d'affaires et ça prend quelqu'un vraiment, un maestro, là, pour vraiment garder le caucus uni, organisé. Je pense que ça a pris un peu de temps pour Marc Tanguay, mais là, les derniers mois, je pense que ça paraît un peu, l'organisation est là. Je me rappelle, il y a plusieurs épisodes maintenant qu'on avait mentionné le nom de Jean-Marc Fournier. Il était revenu dans le décor du Parti libéral du Québec. Puis tout le monde sait qu'en arrière-scène, c'est pas mal lui qui est... Je ne veux pas donner tout à lui, tout le crédit à Jean-Marc Fournier, mais quand tu es dans le caucus puis tu vois que tu es dans un lot, tu es tombé vraiment en bas, puis un gars comme Jean-Marc Fournier qui arrive, vous donner un coup de main, puis vous donner quelques conseils. C'est ça, quelques conseils. Pour vous pousser, pour vous motiver un tout petit peu, ça aide. Puis je pense, dans leur cas, ça les a aidés beaucoup. Et on a vu vraiment les changements que ça a porté, tant comme groupe parlementaire uni, que dans leurs interventions, puis tout le reste. Oui. Donc, bravo à eux. Puis évidemment, il y aura la course là, qui va commencer. Je te laisse, ouais. Ben oui, mais en fait, je vais juste faire un peu de pouce sur ce que tu viens de dire parce que je suis d'accord avec toi. Honnêtement, l'année dernière, fin août, là, début septembre, juste avant la rentrée parlementaire, si quelqu'un avait pensé que le PLQ allait faire ces deux sessions, la session d'automne et la session d'hiver là, qui vient de se terminer, qu'elles allaient se passer aussi bien pour eux. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui auraient mis des doutes. Mais tu as raison. Le caucus libéral, parce qu'il a pris en expérience pour les nouveaux, en maturité pour ceux qui étaient là aussi un peu avant. Ils ont appris aussi à travailler ensemble parce qu'il ne faut pas oublier un caucus, c'est une équipe. Donc, il y a une meilleure alchimie. Il y a une meilleure rigueur, il y a une meilleure connaissance des dossiers, une meilleure compréhension du fonctionnement du Parlement, etc. Puis ça se sent. Je pense que
le fait que aussi Marc Tanguay, en début d'année, alors on revient à septembre 2023, était sorti pour dire qu'il ne serait pas de la course. Ça lui a enlevé. Ouais, ça a aidé. Ben oui, ça a aidé parce que ça lui a enlevé un poids à lui d'une part, puis ça a mis en confiance les gens du caucus qui n'allaient plus se poser la question est-ce qu'il prend cette décision parce qu'il a l'intention d'aller à la course ou pas? Donc, ça lui a permis à lui de mieux gérer son caucus. Puis n'oublie pas, juste, je ne veux pas t'interrompre, mais là que tu dis de l'aider à gérer le caucus, n'oublions pas que depuis le début du mandat, c'était le chaos. La démission de la chef, les expulsions du caucus, les couteaux qui volaient. C'était pas beau à voir là, ce qui se passait. Puis là, le nouveau chef par intérim qui rentre, qui laisse planer dans le doute si oui ou non, il rentre dans la course. C'était une année et demie environ vraiment d'incertitude. Je dirais pas une année et demie, c'est-à-dire qu'il y a eu presque une année, peut-être un 10 mois, un peu incertain, ça c'est sûr. Mais depuis septembre dernier, puis justement, comme ce que je le disais, Marc Tanguay qui avait annoncé qu'il ne se lancerait pas à la direction du PLQ, ça lui a donné les coups des franges pour gérer le caucus, etc. Puis, alors évidemment, un chef intérimaire, ça fait un travail important, c'est ce que Marc Tanguay fait. Mais il y a aussi des officiers là-dedans qui ont fait beaucoup de travail et à qui aussi, ils ont une partie du crédit là-dessus. Que ce soit Philomena Roti comme whip, dans l'opposition, c'est un rôle important et c'est difficile. Que ce soit Enrico Ciccone comme président du caucus, que ce soit Monsef Déragi comme leader. C'est pas, être leader, là, c'est un poste... c'est un poste aussi qui est très demandant, là. Puis surtout quand tu as un gouvernement qui contrôle l'agenda législatif un peu comme il veut. Il en met trop quand il veut, il en met pas assez quand il veut, etc. Puis peut-être que j'oublie... qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est ça. Donc, j'ai peut-être aussi un leader adjoint, là, Mme Setlakoui, qu'on a déjà reçu ici. Ouais. Enfin bref, il y en a des leaders et il y en a des officiers là, qui font aussi un travail. Je pense que le PLQ là, voit les choses un peu mieux. Puis là, je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça a été notre discussion de la semaine dernière. Donc, pour ceux qui ont envie de savoir pourquoi les libéraux ont le sourire, même si les sondages ne leur sont pas nécessairement favorables, peut-être on va les inviter à réécouter l'épisode de la semaine passée. Justement, on va venir plus tard au sondage, mais il faut dire quand même que c'est pas nécessairement des chiffres qui sont défavorables. Défavorables dans le sens que, comparé à ce que c'était avant, oui, c'est vraiment bas. Mais il y a quand même une constance. Ils sont constamment... non, mais la constance à 6% chez les francophones, là, c'est pas une bonne constance. Là, Non, honnêtement, on va se le dire. En fait, c'est pas bon. C'est pas bon. Les sondages sont pas bons. Mais je peux comprendre pourquoi il y a beaucoup d'espoir au PLQ. Mais on va laisser les sondages pour la deuxième partie. Passons à Québec solidaire. Québec solidaire, à mon sens, je suis vraiment désolé pour eux, mais j'ai l'impression que c'est eux qui ont eu la plus difficile des années. Je suis d'accord avec toi. Alors, je te dis pas qu'ils n'ont pas mis les énergies nécessaires et puis qu'ils... Honnêtement, il y a des députés, en tout cas, peut-être pas tous, là, mais quelques-uns d'entre eux là, qui mettent vraiment beaucoup de cœur, qui sont impliqués, etc. Mais d'ailleurs, ils ont fait quelques gains, notamment sur les évictions, etc. C'est ça, j'allais dire. Je pensais à un élément positif, puis justement, ils ont réussi à faire passer un projet de loi en leur faveur. Ils ont fait des gains, puis de toutes les manières. Ne pas faire une bonne année, ça ne veut pas dire que toute l'année était mauvaise, mais on parle d'un bilan. Et le bilan, malheureusement, pour Québec solidaire, tu fais l'actif et le passif, ils sont un peu déficitaires. Là, mais surtout quand tu évalues un bilan sur des questions de popularité, de visibilité, de entre guillemets, crise. Une grande partie de ce mandat-là a été éclipsée un peu par
toutes les affaires internes ont parti. La course oui. pour la co-porte-parole, puis ça n'a pas bien abouti. Puis là, toute la fin, on a discuté au dernier épisode de leur conseil général. Puis toute cette affaire-là, ça a dû être tellement stressant pour ces députés-là. Mais absolument, absolument. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que l'espèce de bilan que nous sommes en train de faire là n'est pas tout à fait un bilan, parce que nous, on fait un mélange des affaires parlementaires et de la perception et de comment ils sont sortis dans les médias. Donc, puis, tu sais, évidemment, on essaye d'être objectif, mais en réalité, on est biaisé, tu sais, je veux dire. Mais pour les biens de la discussion, si tu veux, c'est sûr qu'ils n'ont pas passé une très, très bonne année. Tu sais, ils n'ont pas profité. Tu sais, on a souvent dit que Québec solidaire voulait agir en opposition officielle, même si ce n'est pas eux autres l'opposition officielle. Ils en avaient la possibilité pendant que le PLQ était plus en crise. Et quand ils ont eu le momentum d'aller chercher le comté de Saint-Henri-Sainte-Anne, qui est allé leur chercher un 12e député, tu sais, ils avaient un momentum là. Puis ils auraient pu s'imposer comme une opposition officieuse, si c'est pas officiel. Tu sais. Mais non, finalement, ceux qui ont récolté, c'est le Parti québécois en allant chercher un 4e siège, en montant dans les sondages. D'ailleurs, en montant dans les sondages, le Parti québécois, c'est lui qui récoltait le plus de visibilité auprès des médias et d'attention des médias. Donc, dans le fond, tout ce qui a fonctionné pour les quelque chose qui ont fonctionné pour les libéraux, plus les quelque chose qui ont fonctionné pour les péquistes, Québec solidaire, s'ils avaient ramassé ces deux éléments-là, aujourd'hui, ils seraient plus haut dans les sondages. Je ne sais pas s'ils auraient été premiers, mais en tout cas, ils auraient été plus haut dans les sondages, assurément. Il n'y en aurait potentiellement pas de crise, ou qu'importe, je ne sais pas, là, mais non, malheureusement pour eux, ça n'a pas été une très bonne année, mais tu sais, dans la vie d'une législature, il y en a des comme ça, des années comme ça. Il y a des hauts et des bas, puis c'est chose certaine, eux autres, ils vont vraiment prendre la période estivale pour vraiment réfléchir et revenir, peut-être pour eux, en force, là, au mois de septembre. N'oublie pas que pour un parti qui a la prétention de prendre le pouvoir et de gouverner pour mettre en place une plateforme solidaire, un programme politique solidaire. Ils essayaient de se débarrasser de cette image-là un peu radicale. Et Gabriel Nadeau-Dubois, que j'ai beaucoup défendu la semaine dernière, j'ai réécouté notre podcast puis je me suis trouvé pas mal à le défendre. Mais c'est ce qu'il a essayé de faire. Mais là, on dirait que la petite frange radicale, là, je ne sais pas à quel point elle est petite, elle est peut-être plus grosse que je le pense, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est bien là, ça c'est certain. Ouais. Et elle est en train un peu de ramener dans le souvenir des gens que dans ce parti-là, on peut être parfois un peu intense. Donc, bien dommage pour Gabriel Nadeau-Dubois, mais écoute, on verra ensuite, on verra bien comment ça va se passer pour lui. Allons-y un peu au PQ. D'après moi, puis ça fait des mois maintenant qu'on le dit, c'est la meilleure performance, moi, depuis le début de ce mandat-là. Puis on ne va pas répéter les choses qu'on a déjà dites, là, mais à partir du moment où il y avait toute l'affaire du serment au roi, puis tu as mentionné l'élection à Jean Talon, c'est des petites victoires qui s'accumulent, puis les gens commencent à voir vraiment en Paul Saint-Pierre Plamondon un chef d'État. Et ça, c'est évident aussi dans les sondages aussi. Oui, tout à fait. Et je suis bien d'accord avec toi. En fait, c'est un cumul de petites victoires, des victoires morales au début, qui se sont transformées en victoires politiques et qui qui a donné une victoire électorale où ils sont allés chercher un comté à la CAQ. Un an après l'élection? Même pas un an après l'élection. Ouais. C'est quand même fou. C'est un bon signal. Puis écoute, on ne reviendra pas sur tout ce qu'on a dit sur le PQ depuis plus d'un an maintenant, où ça fonctionne pour eux quand même très bien. Oui, c'est sûr que pour eux, ils ont passé une superbe année. Tu sais, de la même manière, tout à l'heure que je te disais, est-ce qu'on aurait pensé que le PLQ allait passer une aussi bonne année?
je pense que c'était peut-être encore pire pour le Parti québécois. Ouais. Pourquoi? Parce que le Parti québécois partait de 3, bon, ils sont rendus 4, certes, mais avec 4 députés, trônés en haut des sondages depuis le mois d'octobre à aujourd'hui, avec quand même, ça semble être des appuis solides. Je ne sais pas à quel point ils sont durables, mais ils sont solides, puisque là, c'est une tendance. Là, ça fait plusieurs sondages de différentes maisons de sondage. C'est juste évident qu'ils sont devant. Et regarde, ils sont devenus plus pertinents. Pas plus pertinents. Ils donnent l'impression aux observateurs et aux médias qu'ils sont l'alternative à la CAQ. Ouais. Et ça, c'est pas parce que c'est leur spin. C'est parce que c'est les sondages qui leur donnent la légitimité ou qui donnent la légitimité de penser à ça. T'sais? Moi, je pense, et peut-être qu'il n'y avait pas d'autre choix avec 3 députés au début, de vraiment s'asseoir et de s'organiser et d'avoir une structure sur tout ce qu'il faut, sur tout ce qu'ils allaient faire. Et on va en parler plus en détail dans le sondage parce qu'il y a un élément dans le sondage que j'ai trouvé quand même intéressant où on voit les thèmes qu'on associe à chaque parti. Puis quand tu vois les résultats du PQ, on peut voir qu'il savait ce qu'il faisait. Il y avait un plan. Il a dit, nous, il faut qu'on s'attaque à A, B, C, D, puis on va s'organiser, puis on va aller trouver des thèmes qu'on va ramener chez nous et on va gagner en visibilité. Ça a super bien fonctionné. Honnêtement, avec 3 députés au début et 4 députés jusqu'à là, à la fin de cette session-là, c'est un travail magnifique là, parlementaire qui a été fait. Ben, en fait, moi, je pense que le fait qu'ils sont peu a fait en sorte qu'ils se sont concentrés sur certains éléments, là où ils pouvaient faire des gains. Moi, j'ai envie de te dire, ils ont été assez efficaces, même d'une certaine manière assez efficients, parce que l'efficience, c'est en lien avec tes ressources, puis techniquement, ils n'ont pas beaucoup de ressources. Donc, là-dessus, je te dirais bravo à eux. Maintenant, j'ai envie d'être honnête, puisque je donne mon opinion. Je ne suis pas certain que le PQ est à la hauteur en termes de profondeur. La profondeur dans les dossiers, je ne suis pas sûr de ça. Il ne m'inspire pas une maîtrise des dossiers sur le fond. J'ai peut-être tort, puis il y en a quelques-uns de nos amis là, qui vont nous entendre peut-être, je vais recevoir quelques messages textes, mais je te dis sincèrement, regarde, s'il y a de la profondeur au PQ, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, puis c'est pas sur ça qu'ils sont jugés, puis c'est pas ça qui fait en sorte qu'ils sont en haut des sondages. Ce qui fait en sorte qu'ils sont en haut des sondages, c'est une espèce de vent de fraîcheur qu'a apporté Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est la hargne d'un très bon député et d'un très bon parlementaire qui s'appelle Pascal Bérubé. C'est l'expérience aussi et puis le parlementarisme d'un gars comme Joël Arsenault. Puis Pascal Paradis qui s'est joint à eux, qui est, oui, lui, un gars de fond, même si, je te le dis, aujourd'hui, c'est pas vraiment sur le fond qu'on voit le PQ. Ouais. D'ailleurs, si j'étais un stratège péquiste, je soufflerais à l'oreille du chef et des autres députés de leur dire, OK, vous venez de passer une très belle année. Vous vous êtes positionné, malgré le fait que vous soyez la 3e opposition, malgré que vous n'ayez que 4 députés, vous êtes positionné comme l'alternative à la CAQ sur des concepts qui sont différents, pas de fond. Ce n'est pas des histoires de fond. Maintenant, vous avez une autre année qui s'ouvre devant vous. Votre chantier devrait être le fond. S'ils veulent consolider cette avance-là, il va falloir qu'ils mettent leurs efforts sur le fond. Quand je dis sur le fond, là, c'est vraiment le fond des dossiers. Il y a des dossiers, là, le PQ, on ne sait pas vraiment sur quoi, ce qu'ils pensent, à part de critiquer, etc. Bon, ça, c'est normal, c'est leur rôle aussi comme opposition. Mais sur le fond, c'est comment ils voient ça. Et le fait qu'ils ne soient pas beaucoup, c'est pas évident pour eux. Alors, je te dis pas qu'ils ne sont pas bons. Je suis juste en train de te dire que je crois que dans le contenu,
ils y sont pas. Ils y sont pas. Ouais. Passons rapidement au Parti conservateur avec Éric Duhem. Tu parlais de fond. Là, le Parti conservateur, il commence à disparaître un peu. Là. On voyait peut-être plus en début de l'année. Là, avec tout ce qui se passe, positif ou négatif, là, dans les autres partis, ça occupe beaucoup plus l'attention que ce qu'on donnait avant à Éric Duhem. J'ai l'impression que l'espace médiatique n'est plus réservé à Éric Duhem et à son parti. Non. Et je pense qu'on peut dire qu'il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Mais chose est certaine, c'est que ce soit à la CAQ, au PLQ, à QS et même au PQ, je ne crois pas qu'il y ait personne qui se sente en danger par rapport au PCQ. Avant, oui. Parce qu'ils se disaient, ben là, on ne sait pas c'est quoi cette force politique-là. Il y avait aussi un momentum derrière lui. Il y avait un momentum. Là, c'est sûr que le momentum est plus là. Par contre, attention, dans les sondages, ils sont pas trop mauvais. Enfin, ils sont derniers, mais je veux dire, ils ont déjà été 1% et 2%, puis là, ils sont quand Pour même... un parti qui n'a aucune représentation au Parlement. Mais c'est exactement ça, exactement. Et puis qu'il y a des ressources, parce qu'évidemment, ils reçoivent de l'argent du DGEQ suite aux résultats de 2022, qui sont quand même bonnes. Éric Duhem a quand même fait pas mal pour faire parler de son parti. C'est pas évident. Puis c'est pas évident quand t'es pas représenté au parti d'avoir une tribune et de te faire entendre. Ça il faut le lui donner. Puis il a quand même fait beaucoup d'efforts. Et puis en plus, lui, c'est un gars qui a déjà fait de la radio, qui connaît un peu les médias. Ouais. Donc il sait comment susciter leur intérêt normalement. Puis malgré ça, c'est pas facile. Donc pour être honnête, moi je pense que le PCQ, il n'y a personne qui est capable véritablement de savoir c'est quoi les positions du PCQ. Tu sais, on va bien sûr savoir c'est quoi la position en santé, la place du privé en santé, du PCQ, etc. Oui, c'est sûr que peut-être 2-3 grandes lignes qu'on connaît. Mais dans le fond, il n'y a personne, au Québec, là, à part quelques observateurs très, très, très assidus, qui sont capables de te dire intuitivement, le PCQ, voilà qu'est-ce qu'il propose. Sincèrement, je crois que le PCQ est arrivé à un point où je suis pas sûr qu'il arrivera à faire élire quelqu'un. Puis, pour être bien honnête avec toi, si j'avais été un sympathisant du Parti conservateur du Québec, moi, je souhaiterais que Éric Duhem aille se présenter au fédéral avec M. Poilievre. Mais qu'est-ce qui se passerait au parti? Parce qu'on s'entend, je pense qu'on est d'accord là-dessus que Éric Duhem est peut-être la meilleure chose qui soit arrivée au Parti conservateur du Québec. Mais comme tous les partis, il va y avoir une succession qui va se faire en fonction de... Leur exécutif va selon leur statut, là, leur exécutif ou leur congrès des membres va se rassembler pour déterminer, avoir une course à la chefferie peut-être, puis il y aura quelqu'un. Puis ce quelqu'un qui va arriver là, il va arriver là dans un parti qui est quand même relativement en santé, un parti qui n'aura jamais eu autant de visibilité, un parti qui n'aura jamais eu autant de membership, un parti qui n'aura jamais eu autant d'argent dans ses coffres, et tout ça en ayant 0 député. Et moi, sincèrement, je pense que ça pourrait être une bonne chose. Duhem a déjà fait quelque chose d'extraordinaire avec ce parti. Maintenant, de 2 choses l'une. Soit quelqu'un va lui succéder et fera des gains politiques, ce qui me surprendrait beaucoup, mais bon, disons que c'est une option. Soit que ce parti-là va retomber dans un peu l'indifférence, ce qui était avant, etc. Puis les gens qui sont des membres aujourd'hui vont retourner vers les partis qui ont été les leurs habituellement, c'est-à-dire un peu la CAQ, un peu le PLQ, un peu PQ, dépendamment. Là, Moi, je pense que le défi du Parti conservateur, surtout avec Éric Duhem, c'est qu'avec l'arrivée d'Éric Duhem, la personnalité qu'il était avant et où est-ce qu'il a amené le parti, on peut utiliser plein d'affaires. On peut trouver plein d'éléments, que ce soit la COVID qui en a profité pour créer ce momentum ou quoi que ce soit d'autre. Là. Il a transformé un peu le Parti conservateur du Québec à quelque chose qui lui appartient. C'est comme si le Parti conservateur, c'est Éric Duhem. J'ai peut-être tort là-dessus, mais c'est l'impression que moi j'ai, c'est qu'il a pris un parti qui était quasi inexistant,
Puis, il a fait en sorte que, bon, ben ça, c'est le parti Éric Duhem. C'est à mon image. Voici ce qu'on a fait. Puis, s'il quitte le parti, il va avoir beaucoup de problèmes. Il va avoir beaucoup de misère à soit trouver quelqu'un qui sera à la hauteur, ou trouver quelqu'un d'autre qui va pouvoir continuer. C'est juste ça que... Non, effectivement. Et puis, sérieusement, oui, je suis d'accord avec toi. C'est la personnalité d'Éric Duhem qui a fait en sorte que ce parti-là a pu décoller. Pourquoi? Parce que parfois, pour rassembler du monde qui pense pareil, ça prend un leader charismatique. Ça prend une image, là, tu sais, puis... Lui était capable, pour diverses raisons. D'abord parce qu'il appartient à cette école de pensée-là. Ensuite parce que ses prises de position parlent aux gens qui supportent le Parti conservateur du Québec. Il a ses habiletés de communicateur. Il a sa facilité avec les médias, être devant les caméras, etc. Il sait comment faire parler de lui et donc de sa gang. Fait que c'est sûr qu'il cochait pas mal toutes ces cases-là. Bon, maintenant, la question, elle est là. La question, c'est est-ce qu'on va laisser ce profil-là, celui d'Éric Duhem, rester au Parti conservateur et aller dans l'oubli jusqu'aux prochaines élections avec le Parti conservateur du Québec, ou est-ce qu'il ferait le saut dans un parti politique fédéral, en l'occurrence le Parti conservateur du Canada avec Pierre Poilievre? Reste à voir, à suivre, mais une chose certaine, la nouvelle session qui va commencer au mois de septembre risque d'être quand même très intéressante. Moi, je pense qu'on va voir une CAQ qui va essayer de... Tu sais, on l'a vu, on va discuter maintenant avec les sondages et on réussit un peu, au moins maintenant. C'est un sondage qui nous montre peut-être une réussite de la CAQ à stabiliser un peu leur chute. Donc, c'est certain qu'ils vont vouloir continuer sur ça. Et évidemment, le Parti libéral du Québec qui rentre dans sa course au leadership, à la course à la chefferie. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de discussions dans les médias, puis il va y avoir pas mal de visibilité autour de ces partis-là. Passons au sondage. Un sondage qui vient, comme je disais, à la fin de la session parlementaire. Chose certaine, bon, la CAQ qui réussit à contrôler un peu sa chute. On ne sait pas si ça va... ils ont réussi parce que c'est juste un sondage. Mais c'est ça. Par où tu veux commencer? Ben, écoute, la Coalition Avenir Québec a pris 2 points. Toujours deuxième. Là, le PQ est à 32. La CAQ est à 25. Oui, 25. La Coalition Avenir Québec a pris 2 points. Le PQ a perdu 1 point, je crois. Écoute, moi, je dis toujours une affaire. C'est que dans la vie d'un gouvernement, c'est aussi un peu normal que tes chiffres fluctuent. Ouais. Donc, la CAQ a perdu des points, va regagner 1 point ici, reperdre 1 point là, reprendre 2 points ici. C'est comme ça. Moi, je pense que l'une des raisons pour laquelle la CAQ a repris ces 2 points-là, c'est que la CAQ contrôle un peu mieux ses communications. Ils essayent d'éviter les side shows et ça fonctionne. Monsieur Legault a fait très peu de médias jusqu'à récemment parce que c'est la fin de la session parlementaire, mais a fait peu de médias, c'est assez peu exprimé, etc. Puis, dans le fond, c'est je parle moins, puis je fais travailler mon gouvernement. C'est un peu ça. C'est toujours une stratégie payante. Donc, je vois pas... Je crois qu'il fait ce qu'il faut pour ça. Bon, maintenant, voilà, c'est 2 points, il est toujours deuxième. C'est ça. De toutes les manières, c'est toujours mieux d'être deuxième à 2 ans et demi des élections que d'être deuxième à 2 jours et demi du vote. Ben, c'est ça, puis j'allais justement venir là. Tu parles de 2 ans avant la prochaine élection, puis dans le sondage, bon, on a vu que peut-être qu'il a réussi à stabiliser un peu sa chute, mais on voit les taux de satisfaction ou d'insatisfaction. Bon, c'est un taux d'insatisfaction quand même élevé versus le taux de satisfaction. Mais quand on voit les groupes, j'aime, moi, m'imaginer peut-être voir les tendances qui arrivent. Puis, depuis le début de l'année, depuis le mois de mars,
on voit que le taux de satisfaction commence un tout petit peu à monter alors que le taux d'insatisfaction commence à baisser. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si dans le long terme, peut-être d'ici la fin de l'année, par exemple, qu'est-ce qui arriverait à ces courbes-là pour peut-être évaluer est-ce qu'il y a une tendance à la hausse pour la satisfaction ou parce que de toute façon, c'est ce qui indique, mais on est quand même au tout début là, de cette courbe-là. Donc, moi, c'est quelque chose que je vais regarder. Bien, c'est sûr que le taux de satisfaction ou d'insatisfaction c'est super important parce que à la limite, c'est plus important que de savoir à combien tu scores en réalité. Tu sais, un gouvernement, quand il est là, surtout s'il est là depuis longtemps, et particulièrement quand il a été là sous la pandémie, c'est-à-dire avec beaucoup de visibilité, c'est dur de maintenir un taux de satisfaction qui soit plaisant. Ensuite, la lecture des sondages, en politique, c'est un art. Là, c'est comment interpréter, savoir, comprendre c'est quoi l'humeur des gens. Il me donne mon appui dans telle catégorie, mais pas dans telle autre. Puis là, pour Premier ministre, je suis deuxième. Mais là, dans la satisfaction, je viens de gagner 5 points ou je viens d'en perdre 5 points. Enfin bref, c'est assez complexe. Moi, je pense que la CAQ veut... Au moment où on se parle, veut essayer de juste se concentrer. Il y a beaucoup de choses qui vont se régler. Tantôt, je te disais, il y avait beaucoup de chantiers qui sont en cours. Mais c'est sûr que quand tu vas arriver à la fin d'un cycle, d'un chantier, ils vont espérer que ça décolle un peu dans les sondages. Donc c'est ça. Mais tu sais, là, mis à part la CAQ et le Parti québécois qui est premier, puis la CAQ qui est deuxième, ben ensuite, tu as les libéraux qui sont... troisième à 15%. Ouais. Ils sont en recul de 2%. Écoute, de toute façon, c'est l'histoire de leur vie de la dernière année. Des plus 1, moins 1, de plus 2, moins 2. Bon, mais c'est pour ça que je te dis, c'est une constance. Oui, c'est une constance. toujours bas. Mais parlons-en justement de cette constance. Ce sont les chiffres d'un PLQ qui n'a pas de chef. Ouais. C'est comme si on vous met là sur le côté, comme on dit en anglais, put him on a back burner. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Oui, mais sais-tu quoi? C'est probablement... Ils descendront pas en bas de là. C'est-à-dire qu'avec ça, ils pourront juste remonter, les libéraux. Ouais. Mais c'est juste que dans la population, tu n'es pas capable encore de dire « oui, je vais voter libéral » quand tu sais même pas encore qui est le chef. Mais c'est ça, c'est normal. Tu sais, les gens, tu peux pas t'attendre à ce que les gens à qui tu sondes, qu'ils aient une opinion du Parti libéral du Québec à partir du moment où, qu'est-ce qui arrive? C'est qui? C'est quoi le programme? Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Donc, c'est un gros point d'interrogation, mais quand même, il réussit à garder comme on dit, une constance. Au moins, on monte pas trop, on descend pas trop. Bon, on est là, on est stable. Puis en attendant un nouveau chef, comme je t'ai dit, la nouvelle session, ça va commencer à bouger pas mal avec les noms qui vont sûrement sortir et la course qui va peut-être rentrer un peu plus officiellement. Une chose, par contre, que je remarque, parce que tu as parlé du PQ et de la CAQ, tu sais, on parlait beaucoup du progrès du PQ, mais ça fait plusieurs sondages maintenant, 2, 3, 4 sondages, où on remarque aussi une certaine stabilité du PQ. Ils ont poussé très rapidement, ils ont grandi leurs chiffres, mais là, il semble que, est-ce qu'ils ont réussi à atteindre un plateau? Est-ce qu'ils vont rester là? On parlait de ça, évidemment, au sujet de la souveraineté, qui reste pas mal stable à 35%. Le chef et le parti, ils continuent à monter, mais là, on voit que, tu sais, les derniers chiffres, les derniers sondages qui ont sorti nous montrent que ça bouge pas. Tu sais, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Est-ce que... C'est là, moi, où je commence à m'intéresser parce qu'on parlait de la CAQ. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Là, on voit le taux de satisfaction qui... Tu sais, c'est pas énorme, mais c'est des poussières, mais ça commence légèrement à remonter. Est-ce que ça va affecter les chiffres du PQ? Moi, c'est ça ce qui m'intéresse dans les prochains mois à venir. Écoute, tu fais bien de le dire. C'est de la même manière que je te disais, le PLQ touche le fond, donc a touché le fond déjà depuis longtemps, donc ne peut que remonter. Et que la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas encore de chef et ils sont là. Donc avec un chef, ça va s'améliorer, assurément. À l'inverse, le Parti québécois,
sais, tu dis qu'eux aussi, ils sont stables. Ça veut dire ils n'iront pas plus haut que ça. Et en n'allant pas plus haut que ça, tu sais, quand on te dit trop tôt, ils sont peut-être en tête trop tôt, voire même beaucoup trop tôt. Peut-être que c'est l'inverse que le PLQ, c'est-à-dire qu'eux ne peuvent que baisser. Tu sais, donc tu fais bien de le mentionner. Sérieusement, moi, je pense que, pour revenir au PLQ, puisque c'était du PLQ qu'on parlait là, en se dotant d'un chef, tu sais, ça va être plus clair pour les Québécois de se dire, OK, tu sais, ce parti-là se situe à telle place parce qu'il va être à l'image de ce chef-là. Ouais. Parce que ce chef-là va faire une course à la chefferie dans laquelle il va proposer des choses, des idées, un positionnement, va partager sa vision, etc. Et c'est là que... Mais tu vois, je vais juste te dire un truc. Dans le sondage, le PLQ perd 2 points. Mais dans le sondage sur qui ferait meilleur chef, tu as Marc Tanguay, qui est le chef par intérim, qui est à 30%. Il passait de 12 à 30%. Il a pris 18 points. Ouais. Non, mais c'est révélateur de quelque chose. Tantôt, on était en train de dire une chose. On a dit cette année, le PLQ a bien travaillé au niveau parlementaire. Tu sais? Ouais. Et puis là, ça, les chiffres que je viens de donner, le 30% de Marc Tanguay, c'est auprès des sympathisants libéraux. C'est-à-dire c'est des Québécois un peu partout dans la province qui sont sympathisants libéraux. Et donc, tu sais, veux pas, il y a quelque chose qui marche, là, qui est en train de se... Il y a quelque chose qui se trame. La dernière fois, il y a Radio-Canada Outaouais qui a rendu public un sondage où en Outaouais, le PLQ était premier à 24%. Derrière, tout de suite après, c'était la CAQ à 23%. Ouais. Bon, bien sûr, on est dans des marges d'erreur, etc. Puis on est loin d'une élection, ça reste un sondage. Mais c'est intéressant. Non, mais on a déjà parlé de ça. Puis on ne va pas commencer à faire toute l'analyse, mais avec la montée du PQ, c'est sûr que les gens maintenant commencent à voir le PLQ comme... T'sais, si le PQ monte, ben c'est qui va pouvoir nous sauver si jamais on n'est pas en faveur du PQ? Ben peut-être c'est les libéraux. Et une légère, on parle juste de léger pourcentage dans des régions qui auparavant étaient entre guillemets des forteresses libérales, l'Outaouais, la Rive-Sud de Montréal, Laval. Donc ça, on voit déjà les chiffres basculer un peu en faveur des libéraux dans ces régions-là. Alors oui. La seule chose, je vais apporter une nuance qui n'engage que moi, ça m'appartient. Moi, j'ai beaucoup de misère à penser que c'est le fait que le PQ soit fort qui va rendre le PLQ pertinent. Si c'est juste ça, ça ne sera pas assez. Ça ne sera pas assez. Non, c'est sûr et certain, alors, mais puisqu'il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de plan, et puis on le voit clairement dans les sondages. Restez là, puis on va voir ce qui arrive, mais avec la montée du PQ, je pense que c'est normal que les gens commencent à revoir le PLQ comme une possible alternative à cette montée du PQ. Mais je comprends, mais oublie pas une affaire. Là. C'est que d'abord, la CAQ, il y a beaucoup de gens qui l'enterrent. Moi, je ne l'enterrerai pas. Non, surtout pas. Non. Puis la CAQ, elle est au pouvoir. Et tu as toujours un avantage quand tu es au pouvoir, c'est que les gens te connaissent déjà. Parce qu'à un moment donné, quand tu demandes à quelqu'un, excuse, j'accuse personne d'être la peste ou le choléra, mais quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu choisis entre la peste et le choléra, les gens, quand ils savent pas c'est quoi, ils te disent, je sais pas. Enfin, les deux, c'est pas bon, je les veux pas les deux. Mais quand tu sais c'est quoi l'un ou l'autre, là, tu préfères celui que tu connais déjà parce qu'au moins, tu sais à quoi t'attendre en termes de douleur. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, là, on est encore loin des élections. Mais quand on va être à 8 mois, 6 mois des élections, puis là, ça va être... les gens vont commencer véritablement à se poser la question pour qui ils vont voter. Ben, la CAQ a quand même l'avantage d'être au pouvoir, d'avoir une équipe qui est expérimentée, des gens qui sont là depuis ça va faire
Ça fera 8 ans. Ouais. Ça va faire 8 ans à ce moment-là. Des ministres qui ont fait leurs preuves, etc. Versus 3 partis d'opposition, 4 si on compte les conservateurs, mais disons 3 partis d'opposition qui n'ont aucune expérience ministérielle là-dedans. Peut-être André Fortin pendant 6 mois, là, 8 mois, bref, un truc comme ça, comme ministre des Transports. Mais c'est pas mal ça. Personne d'autre au PLQ n'aura été ministre. Il y a Pascal Bérubé au PQ, peut-être pour 18 mois, ministre délégué au tourisme. Et c'est pas mal ça, hein? C'est juste ça. Parce que, évidemment, Québec solidaire n'a jamais été au pouvoir. Exact. Donc, tu sais, à un moment donné, la ballot question, la question de l'urne, ça va être à qui vous faites confiance? À qui vous faites confiance pour gérer le gouvernement? Exact. À quelqu'un d'expérimenté, à des gens expérimentés ou des partis politiques qu'on ne connaît pas? C'est ça qui va se passer. Donc, c'est pour ça que je dis, ça reste des sondages. Faut pas sous-estimer la CAQ. Oh non, c'est sûr. Mais en même temps, je suis pas en train de dire qu'aucun parti ne pourra sortir la CAQ, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir... Il y a toujours une alternative. Le PLQ, après près de 15 ans au pouvoir, il y a une gang qui est venue après, qui n'était pas expérimentée, qui a pris le pouvoir. L'expérience, ça vient avec l'exercice. Quand on parle de leadership au Parti libéral du Québec, c'est sûr qu'il y a les chiffres, comme tu as dit, on place Marc Tanguay en première place à 30%. C'est sûr que c'est le seul qui est quand même visible. Mais il n'ira pas, parce que c'est déjà annoncé qu'il n'ira pas. Et en plus de ça, il a fait partie du comité qui a mis en place les règles. Exact. Donc c'est impossible. Lui, il n'ira pas là. Mais on voit la grosse différence avec Denis Coderre qui a perdu pas mal tout, là. Tu sais, il était au dernier sondage, c'était lui qui était à 27%, qui tombe à 12%. Quand même, c'est le premier après Marc Tanguay, là. Mais écoute, par la suite, on a les noms qui ont commencé à rentrer, par exemple Antoine Tardif, Carl Blackburn, qui commencent à rentrer dans le portrait. Dans le portrait. Bon, d'abord sur Denis Coderre. J'ai entendu quelque chose à la télé. Et c'est exactement ça. Le Monde, on dit que dans le premier sondage, Denis Coderre était premier parce que c'est un gars qui a de la notoriété. Il est connu. Ça fait longtemps qu'il est là. Il est connu. Ça, c'est sûr. Il a fait beaucoup de télé. Donc, les gens aux 4 coins du Québec ont une idée de qui il est. Et là, d'autres personnes qui se disent « Ouais, mais alors, comment ça que cette notoriété, elle n'a pas disparu entre le sondage d'avant et puis celui-ci ?» Puis la réponse de la personne à la télé, c'est justement, la notoriété l'a aidé à être devant, mais la notoriété a fait en sorte qu'il est en train de descendre aussi. Parce que ça veut dire que, il y a peut-être du monde qui ont... disons que ces expériences... comme maire, surtout comme maire, parce qu'il n'a pas été ministre longtemps, puis c'était des petits ministères qu'il a eus. Mais l'expérience de 4 ans comme maire de Montréal, je te dirais que ça n'a pas laissé malheureusement pour lui une bonne image. Harold Chitilian, qui avait déjà travaillé pour lui, en tout cas pour lui, il avait travaillé dans son équipe à la ville de Montréal, a été fantastique parce qu'il a rappelé les bons coups de Denis Coderre. Puis je pense que les gens devraient effectivement se souvenir des bons coups qu'il a eus là. Mais malheureusement, les gens, les Montréalais, mais pas seulement, retiennent aussi le côté un peu moins glorieux, si tu veux. C'est sûr que le temps où le premier sondage est sorti, où on donnait 27% à Denis Coderre, c'était aussi le seul qui se prononce. Il n'a pas encore pris sa décision. On sait que c'est le 21 juin qu'il va faire une annonce. Moi, je pense qu'il va annoncer qu'il sera dans la course, mais il était pratiquement le seul à cette période-là à démontrer un vrai intérêt. Puis c'est le showman qu'il est, Denis Coderre, qui a appelé tous les médias pour être devant les bureaux du parti où il est rentré donner son membership. Il a fait tout le show pour lui, puis c'est 100% Denis Coderre, le Denis Coderre qu'on connaît, qui aime cette attention-là. Moi, là,
ce que j'aimerais rappeler aux gens, c'est que les médias, oui, ils vont couvrir l'actualité, mais ils vont aussi aller chercher les raisons qu'un fait ou une histoire vaut cette visibilité dans les médias. Puis quand les médias savent que il y a un appui derrière un Charles Milliard. Tu sais, on a vu la commission jeunesse qui ont fait un appel pour qu'il se présente. Quand les médias voient qu'il y a un appui derrière Antoine Tardif, et quand ils voient de l'autre côté qu'il n'y a aucun appui, par exemple, du caucus ou des membres pour Denis Coderre, moi, je prévois que les médias, ça serait beaucoup plus dans leur intérêt d'aller chercher et de donner plus de visibilité aux autres pour savoir, mais comment ça se fait, qu'est-ce que vous avez à proposer qui fait en sorte que vous avez l'appui de vos collègues, soit au caucus ou soit des militants ou whatever, et que l'autre, il l'a pas. Je suis pas sûr si la gageure de Denis Coderre que j'ai les médias derrière moi, puis moi je vais en profiter, puis blablabla, ça va lui profiter. Je serai pas prêt à gager là-dessus. Je pense que ça va avoir un gros backfire. Écoute, les médias, ils vont vers ce qui peut leur apporter de la visibilité. Puis Denis Coderre a une notoriété, donc forcément, il attire les médias. Cela dit, il y a des journalistes, bien sûr, qui s'intéressent aux autres candidats et qui s'intéressent à Charles Milliard, Antoine Tardy, Carl Blackburn, Frédéric Beauchemin, puis certains, François-Philippe Champagne, etc. Enfin bref. Je pense qu'il y a une partie des médias qui font cette job-là. Mais par contre, dans le sensationnel, dans ce qui fait vendre, etc., un gars comme Denis Coderre est assurément connu et ça aide, ça attire les caméras. Écoute, moi ce que je dis, c'est que un gars comme Denis Coderre, l'avantage du fait qu'il soit dans le portrait, c'est que oui, il contribue à cette visibilité-là. Donc, à un moment donné, au PLQ, ils vont quasiment le remercier d'avoir mis un petit peu le PLQ sur la map des médias. En tout cas, la course à la chefferie, pas le PLQ, mais d'avoir mis sur la map la course à la chefferie du PLQ. Je ne dis pas que ce ne serait pas arrivé sans Coderre. Je dis juste que Coderre a été le premier en début d'année à mettre ça. Peut-être que le PLQ sera moins content éventuellement si Coderre l'a emporté. Le futur nous le dira. Mais je te dirais que le PLQ va sans doute remercier Coderre pour ça. Mais en même temps, on parle beaucoup de Coderre, puis tant mieux pour lui, parce que lui fait partie un peu de cette mentalité de parle-en en bien, parle-en en mal, mais parle-en. Mm-hmm. L'essentiel, c'est que tu en parles, puis c'est le plus important. Mais la réalité, c'est que il y a d'autres très, 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 très bons candidats qui vont faire en sorte que cette course à la chefferie va être passionnante. Mais c'est aussi en termes de leurs compétences. Quand on parle d'un Charles Milliard, c'est quoi son titre? Là? C'est le président de la Fédération des chambres de commerce. C'est pas rien, là. C'est pas un nobody. Quand tu parles d'un Antoine Tardif qui est le maire de Victoriaville, puis qui a une certaine expérience, notamment avec Alain Reyes au fédéral, puis là, je sais qu'il est aussi relié avec des associations de municipalités à travers le Canada aussi. Tu sais, c'est des gens qui amènent une expérience et une compétence aussi. Ils ont le réseau, ils ont le réseau, ils ont effectivement leurs compétences, etc. Là, puis ils ont chacun aussi leur profil. Écoute, moi, sincèrement, là, pour un parti que, évidemment, toi et moi connaissons bien, là, d'avoir ce genre de candidat-là, tous, autant qu'ils soient, c'est une très, 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 très bonne nouvelle. Ouais. Avant de passer à l'autre thème sur le sondage et peut-être finir sur ça, je t'avais envoyé une petite note il y a quelques jours sur un press release, là, un communiqué qui a été émis par la commission jeunesse sur le fait que, parce que là, ils sont en élection pour leur nouvel exécutif, puis dans le fond, le communiqué exprimait que, regarde, vous pouvez avoir vos préférences sur la course au leadership et vous pouvez même participer activement en tant que membre de l'exécutif. Je sais pas, toi, tu as fait partie de la commission jeunesse, je sais pas si ça a toujours été comme ça.
ou si c'est quelque chose de nouveau qui permette un peu leurs membres de leur exécutif de mettre de côté la neutralité et de participer activement à la course. J'ai trouvé ça quand même intéressant. Écoute, moi déjà de mon temps, il n'y avait pas de chefferie. Donc, c'est vrai. tu vois... mais par contre, il y avait eu une course à la présidence. C'était justement Marc Tanguay qui tentait de devenir président. Écoute... on va pas se cacher. La nature de la commission jeunesse, il n'y a pas de neutralité. C'est sûr que non. Puis sais-tu quoi? C'est une bonne chose qu'il n'y ait pas de neutralité. Mais surtout le poids qui amène au résultat. Mais justement, alors oui, le poids qui les amène au résultat, bien sûr. Mais qu'est-ce que serait la commission jeunesse si elle n'avait pas de poids, c'est-à-dire un poids similaire, etc. Bon, certains disent que c'est un poids excessif. Certains disent, ben là, c'est pas normal qu'un jeune, son vote vaille plus que le mien, alors que moi, ça fait 25 ans que je milite, etc. Bref, plusieurs choses. Mais en même temps, c'est ce qui permet à ce parti-là d'être dynamique, d'être en vie. Tu sais, parmi les jeunes de la commission jeunesse, il y en a certains qui vont continuer de s'impliquer. Il y en a certains qui vont devenir des staffers, là, qui vont travailler dans le personnel politique. Il y en a certains qui vont peut-être devenir des élus, comme Madouani Kadé, qui a déjà été présidente des Jeunes libéraux. Donc moi, je t'avoue que, franchement, là, demander à la commission jeunesse comme organisation ou comme commission à l'intérieur du parti, d'être neutre. Je ne sais pas quoi en penser. C'est juste, tout ce que je peux te dire, par contre, c'est que un jeune, je l'aime mieux engagé que désengagé. Et moi, je préfère un jeune qui prenne place et position, qui assume ses choix, qui s'implique dans ce sens-là, plutôt qu'un jeune qui n'est pas vraiment un jeune. En fait, c'est un jeune vieux. Dans le sens que oh, ben, moi, je vais rester neutre. Puis, non, ben... Je ne sais pas si je suis dans le champ avec ça, mais je pense que c'est pas sur ce sujet-là spécifiquement où il y a eu une petite crise l'année passée, je pense, où la présidente nouvellement élue a dû démissionner à cause qu'elle voulait prendre une position de neutralité. Puis il y a eu toute l'affaire avec Fred Beauchemin. Là, tu te rappelles, j'oublie le nom de la présidente à cette époque-là, mais j'avais entendu parler comme quoi elle voulait porter quelques changements, elle voulait pas vraiment que l'exécutif soit impliqué, puis... Écoute, je suis peut-être dans le champ, mais... honnêtement, sincèrement, je me souviens pas des détails. Et sais-tu pourquoi je m'en souviens pas? Parce que c'est pas grave. D'abord parce que c'est pas grave, parce que c'est franchement insignifiant. C'est surtout que ça a été réglé, puis je pense que... Tu sais, ça sert à rien d'alimenter. Je parle pas du conflit qu'il y a eu ou whatever qui a existé entre les deux, mais je parle juste spécifiquement de ce sujet-là. Et on revient avec la course à la chefferie qui va commencer officiellement bientôt. Puis une commission jeunesse qui dit, regarde, on oublie ce qui s'est passé là, auparavant. Là, ça a causé plein de problèmes chez nous. Restons actifs, puis that's it, that's all. Oui, mais tu sais, je veux dire un truc. La commission jeunesse essaye de trouver sa place dans ce parti comme elle l'a toujours fait. Puis moi, je trouve ça... En tout cas, moi, j'ai des souvenirs impérissables de l'époque où j'y étais. Et pour moi, c'était une magnifique école de la politique. C'est vrai que parfois, les jeunes peuvent avoir la mèche courte. C'est vrai que parfois, ils peuvent... ils sont, comme on dit en bon québécois, ils sont sur le gun, dans le sens que t'as pas le temps de voir quoi que ce soit qu'ils ont déjà agi, puis là tu te dis, mais c'est parce que... Mais sais-tu quoi, c'est aussi ça, être jeune. Alors oui, on veut toujours faire en sorte qu'un jeune soit plus mature, soit plus ceci, soit plus... Ouais, mais un jeune, par définition, il est comme il est, et il y en a certains qui sont plus réfléchis, d'autres qui sont plus réactifs. Puis c'est toute une gang, c'est pas une personne ou deux personnes ou trois personnes, mais sont toute une gang. Ils sont un peu complémentaires et au final, ils arrivent avec des positions. Puis sais-tu quoi? Si ça peut faire en sorte que le monde soit engagé pour la course, ben, je te dirais que c'est tant mieux.
On va revenir un peu au sondage, puis terminer peut-être sur ça, parce que j'ai vu quelque chose dans le sondage que j'ai trouvé quand même intéressant, surtout quelque chose qui peut-être peut refléter les résultats qu'on voit dans le sondage, et ça, c'est l'association des thèmes à des partis politiques. Donc, quand on va, et je reviens à ce que je disais tantôt avec le Parti québécois qui a seulement 4 députés, ont dû vraiment s'asseoir et s'organiser, puis trouver un peu des stratégies pour faire parler d'eux. Et on le voit parce que quand on voit les partis dans le sondage, on voit les thématiques que chaque parti décide un peu de s'emparer ou de discuter plus que d'autres choses. Et on voit que c'est juste en regardant l'image, on peut voir comment le PQ s'est bien organisé, s'est bien structuré. Un peu la même chose pour la CAQ, puis pour la suite, là, les libéraux, Québec solidaire et le Parti conservateur, c'est un peu n'importe où, n'importe comment. C'est des chiffres un peu petits. Donc, on le voit, par exemple, le Parti québécois, 48% là, du temps, c'est la protection, la promotion de la culture québécoise, la langue française. Ensuite, 41% la défense des intérêts. 26% l'amélioration du réseau de l'éducation. Donc, ça continue comme ça. On est dans les 20 et 40%. La CAQ aussi, on est pas mal dans les 20% dans tous ces thèmes-là. Le Parti libéral, un peu n'importe où, là, 10%, 12, 15, 13. Le thème un peu le plus populaire au Parti libéral, c'est la croissance de l'économie, un peu la gestion des finances. C'est évidemment quelque chose qui caractérise le Parti libéral. Mais, c'est comme... Attends, mais regarde, je veux te dire une affaire. D'abord, c'est pas mal si on associe économie, finances publiques au Parti libéral du Québec. Parce qu'effectivement, ça fait partie de l'ADN de ce parti-là. Je sais, je comprends ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, évidemment, il y a d'autres sujets, il y a d'autres... Je comprends. Mais, tu sais, George, pour moi, là, les vrais sondages vont débuter l'année prochaine lorsque ce parti-là va avoir un chef. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, tu as des porte-paroles du PLQ à l'Assemblée nationale sur les différents sujets. Écoute, honnêtement, ils se battent contre un courant d'air parce que c'est très difficile quand tu n'as pas de chef. T'as pas la visibilité, t'as pas ceci, t'as pas cela. Moi, je trouve déjà d'avoir fait l'année qu'ils ont fait maintenant, là, sans chef, c'était une très bonne chose. La bonne nouvelle pour eux, c'est que l'année qui va débuter là en septembre, ils n'auront peut-être pas de chef pour une autre année, mais il va y avoir une course. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir de la visibilité. Donc, il faut voir que cette dernière année, ça a été l'année où ils auront le moins de visibilité pendant tout le mandat, pendant tout le deuxième mandat de la CAQ. Il n'y a que du bon qui s'en vient en termes de visibilité. Puis les sondages vont être moins biaisés. Écoute, quand tu as 6% chez les francophones, tu es à 15% au national, c'est sûr que quand on te pose la question sur les thèmes, etc., tu n'es pas capable de répondre. Parce que les gens, ils ne vous regardent même pas vers le PLQ en ce moment. Mais quand je te dis les gens, je ne parle pas de tout le monde, mais je comprends. Mais tu sais, ils n'ont pas autant de... Tu sais, ils ne s'identifient pas au PLQ comme ils pourraient s'identifier à travers un chef, que ce soit Legault, que ce soit PSPP, que ce soit GND. C'est normal. Puis, Marc Tanguay, même s'il fait un travail compliqué, sachant qu'il est intérimaire, les gens peuvent malheureusement pas le mettre sur le même pied d'égalité que les autres. C'est très ingrat. Être chef intérimaire d'un parti politique, c'est très ingrat. Moi, je pense que c'est l'une des pires jobs. Sincèrement, c'est l'une des pires jobs. C'est pas facile être chef intérimaire, là. Tu sais, tu dois faire des choses, tu dois prendre des décisions, tu dois donner des orientations, mais tout en sachant que tu t'en vas. Et donc, il faut que tu gères ton caucus en fonction. Et il faut que tu cours après l'attention des médias. Tu sais, c'est pas facile. Là.
Non, c'est un bon point. On va mettre un point là-dessus. Revenez nous voir la semaine prochaine. On va avoir un excellent épisode. Si tout va bien, on va avoir un invité très, très, très intéressant pour vous. Donc, revenez nous voir la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Il y a une petite cloche, là. Appuyez sur la petite cloche. Comme ça, à chaque fois qu'il y a des nouveautés sur la chaîne, vous allez recevoir une petite note là, soit sur votre téléphone. Je ne sais pas comment ça fonctionne, là. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify, merci beaucoup. Faites un rate, là, mettez des étoiles là-dessus, laissez des commentaires, ça va nous aider beaucoup. Et évidemment, on est sur Instagram, YouTube, Twitter. Allez nous trouver, suivez-nous. Merci beaucoup tout le monde et on se voit encore la semaine prochaine. Bye, ciao! Ciao!